Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs et fidèles de la chaîne Réalité Nabisso. Bienvenue dans votre émission préférée Face au vrai, l'espace où nous analysons l'actualité sans maquillage, sans détour, et surtout avec des réponses claires et honnêtes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant qui secoue actuellement la ville de Kinshasa et touche de nombreuses familles. Les démolitions des maisons et constructions jugées illégales. Des quartiers entiers sont concernés. Des familles se retrouvent sans abri. Des commerces sont rasés. Et la population est partagée entre incompréhension, colère et résignation. Alors, pourquoi ces démolitions ? Quelles sont les véritables raisons derrière cette opération ? Quelles sont les conséquences humaines, sociales et économiques de ces démolitions? Et surtout, quelles solutions peuvent être envisagées pour éviter une crise humanitaire dans notre capitale? Pour répondre à toutes ces questions, nous allons tout de suite nous connecter avec notre fidèle expert, le professeur Robot, qui se trouve dans son studio futuriste et qui va nous éclairer avec une analyse profonde. Restez bien avec nous, car aujourd'hui, nous allons faire face au vrai. Bonjour, professeur. Bonjour, Constantino. Professeur, est-ce que vous êtes informé des démolitions qui se passent actuellement dans la ville de Kinshasa? Vu la confusion et la désolation que cela cause chez les familles touchées, nous aimerions passer un moment avec vous pour comprendre ce que le gouverneur de la ville a décidé de faire et pourquoi. Merci pour cette question importante, Constantino. Oui, je suis bien informé de la situation. Depuis plusieurs semaines, le gouverneur de Kinshasa a lancé une opération massive de démolition des maisons et des constructions jugées illégales. L'objectif officiel de cette opération est de récupérer les terrains appartenant à l'État, dégager les voies publiques et assurer la sécurité de la population en éliminant les constructions à risque. Cependant, cette décision crée beaucoup de souffrance et de confusion, car de nombreuses familles affirment avoir acheté leur terrain de bonne foi, parfois même avec des documents en main. Ce que nous allons essayer de comprendre ensemble aujourd'hui, c'est si cette opération est réellement une question de justice ou si elle cache des injustices profondes. Professeur, vous venez de soulever une question très importante. Est-ce que cette opération est une véritable justice ou est-ce qu'elle cache des injustices profondes? Et justement, c'est la même question que des milliers de personnes se posent aujourd'hui à Kinshasa. Revenons un peu en arrière. Faisons une rétrospective. Dans notre pays, tout le monde sait qu'on ne peut pas commencer à construire une maison, même une simple fondation, sans que les agents de l'État viennent vous contrôler. C'est presque impossible de finir une maison, quelle que soit la taille, sans qu'un agent vous demande vos documents officiels. Alors dites-nous, professeur, comment l'État peut-il aujourd'hui déloger des gens qui détiennent des documents délivrés par l'État lui-même? Très bonne question, Constantino, et je comprends parfaitement la frustration de la population. En effet, dans un système normal, un citoyen qui détient un document signé et validé par l'État devrait être protégé. Mais dans la réalité congolaise, il y a souvent eu ce que nous appelons une administration parallèle. Cela veut dire que certains agents corrompus ont vendu des terrains ou ont validé des constructions dans des zones interdites, parfois sans coordination avec les autorités supérieures. Le vrai problème, ce n'est pas seulement la construction en elle-même, mais la faiblesse du contrôle de l'État pendant plusieurs années. Les gens ont construit avec l'accord de certains agents publics, et aujourd'hui, l'État revient pour dire « Vous n'aviez pas le droit d'être ici ». C'est une situation complexe, car dans plusieurs cas, les victimes ont bien des papiers officiels, mais ces papiers ont été délivrés de manière frauduleuse ou sans respect des règles d'urbanisme. Alors, sur le plan juridique, l'État peut revendiquer ces terrains, mais sur le plan social et moral, c'est une injustice pour les familles qui ont investi toutes leurs économies en croyant être en règle.
Ce dossier mérite donc une approche équilibrée. Faire respecter la loi, oui, mais avec humanité et avec des solutions concrètes pour les victimes. Professeur, avant même de parler du plan social, revenons d'abord sur le plan juridique. Lorsque le gouverneur avait envoyé des agents pour informer les familles que leur maison allait être démolie dans un certain délai, beaucoup d'habitants ont présenté des documents officiels, qu'ils soient issus du système parallèle ou pas. Mais dans tous ces documents, il y avait des signatures, des cachets et les noms des agents de l'État qui ont vendu ou autorisé ces constructions. Alors, je vous pose la question, professeur. Est-ce que l'État a pris le temps de poursuivre ces agents, s'ils sont encore vivants et en fonction ou non? Et surtout, est-ce que l'État ne devait pas d'abord régler ces irrégularités internes, puis trouver des solutions avec les familles pour faciliter leur avenir? Constantino, vous touchez là un point fondamental que beaucoup de citoyens soulèvent aujourd'hui. Sur le plan juridique, l'État ne devrait pas commencer par punir uniquement les familles qui habitent les maisons, mais il devrait d'abord sanctionner ses propres agents qui ont participé à ces transactions frauduleuses. Chaque document officiel comporte des signatures, des cachets et des noms précis. Cela veut dire que ces agents existent ou ont existé et certains sont peut-être encore en fonction. Dans un état de droit, la première étape serait de poursuivre pénalement ces agents qui ont trompé la population et terni l'image de l'administration publique. Cela permettrait de montrer que l'État n'est pas complice de la corruption. Malheureusement, dans ce genre de situation, ce travail est souvent négligé. On punit rapidement les habitants, mais les véritables responsables disparaissent dans l'ombre sans être inquiétés. En réalité, avant de détruire les maisons, l'État aurait dû 1. Identifier et poursuivre les agents responsables de la fraude. 2. Organiser des concertations avec les familles. 3. Trouver des solutions de relogement ou des compensations. Sans cela, l'opération semble brutale et injuste, même si juridiquement, l'État peut revendiquer ses terrains. Une véritable justice demande d'aller à la racine du problème et non de s'attaquer uniquement aux dernières victimes visibles. Merci beaucoup, professeur. Jusque-là, vous avez bien expliqué le plan juridique. Mais abordons maintenant le plan social. Plusieurs sources et familles témoignent que les agents de l'État sont passés dans leur quartier pour les avertir que leur maison allait être démolie. Mais après ces avertissements, il n'y a pas eu de véritable consultation, ni de recherche de solutions au cas par cas pour aider ces familles, comme vous venez de le dire. Et un jour, sans préavis, soudainement les populations voient des engins lourds et des bulldozers arriver et commencer à détruire les maisons, sans pitié et sans remords. Ce qui choque encore plus, c'est que certaines maisons ont été détruites, alors que des familles s'y trouvaient encore. Il y a même des cas où des enfants étaient à l'intérieur, mais les conducteurs d'engins ont reçu des instructions de continuer les démolitions, malgré la présence des habitants. Pire encore, les familles n'ont parfois pas eu le temps de récupérer les documents importants de leurs enfants ou les affaires scolaires. Tout cela se passe dans une atmosphère de panique, de pleurs, de pillage et de désolation. En quelques minutes, des familles se retrouvent sans abri, sans assistance, et les parents pleurent devant leurs enfants, impuissants. Alors, professeur, face à cette souffrance terrible, que pouvez-vous dire de ce que ces gens subissent aujourd'hui? Est-ce là le rôle d'un État qui est censé protéger son peuple? Constantino, ce que vous décrivez est extrêmement grave et c'est une réalité que personne ne peut nier. Dans toute action d'intérêt public, le respect de la dignité humaine doit rester une priorité absolue. Même si une maison est construite sur une zone interdite, il n'est jamais acceptable de détruire des habitations pendant que les familles y vivent.
encore moins avec des enfants à l'intérieur. L'État a le devoir de protéger ses citoyens, même lorsqu'ils sont en situation irrégulière. Ce n'est pas parce qu'une maison doit être démolie qu'on doit traiter les habitants comme des criminels ou des objets. Sur le plan social, l'opération pose un énorme problème d'humanité. Où sont les mesures d'accompagnement? Où sont les solutions de relogement? Où est la prise en charge des enfants, des personnes âgées, des femmes enceintes? Un État sérieux devrait organiser des concertations de proximité, donner des délais raisonnables, offrir des terrains de compensation ou des logements provisoires, surtout pour les familles vulnérables. La brutalité dans l'exécution détruit non seulement des maisons, mais aussi la confiance entre l'État et ses citoyens. Quand un père pleure devant ses enfants parce qu'il a perdu toute sa maison et ses papiers sans aucun soutien, c'est l'image d'un pays qui écrase ses propres enfants au lieu de les protéger. L'État doit se souvenir que sa première mission, c'est la protection de la population, même lorsqu'il applique la loi. Une justice sans compassion devient une injustice. Professeur, vous avez dit une phrase qui me touche beaucoup. Une justice sans compassion devient une injustice. Alors, professeur, dites-nous, face à cette situation difficile, surtout pour les enfants qui assistent à ces scènes dramatiques, qu'est-ce que ces enfants vont garder comme souvenir dans leur cœur et dans leur esprit? Et deuxième question, professeur, est-ce que les enfants ressentent réellement cette douleur au moment où ça se passe? Ou est-ce qu'ils semblent insensibles sur le moment? Est-ce que les enfants souffrent immédiatement? Ou est-ce que la souffrance vient plus tard? Constantino, ces deux questions sont très importantes et méritent beaucoup d'attention. Sur la première question, les enfants qui assistent à des démolitions brutales, qui voient leurs parents pleurer, qui perdent leur maison et leurs affaires sous leurs yeux, vont garder des souvenirs très douloureux. Ces scènes marquent profondément leur mémoire et peuvent rester gravées toute leur vie. Certains enfants développent des traumatismes émotionnels, d'autres peuvent ressentir de la peur, de la colère ou même une perte de confiance envers les autorités. Sur la deuxième question, oui, les enfants souffrent à ce moment-là, même si parfois ils ne l'expriment pas directement. Il y a des enfants qui restent silencieux pendant l'événement, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne ressentent rien. La douleur peut se manifester plus tard sous forme de stress, de tristesse inexpliquée, de troubles du sommeil ou même de baisse de performance à l'école. Les psychologues appellent cela un traumatisme latent, c'est-à-dire une blessure émotionnelle qui peut réapparaître plusieurs mois ou même plusieurs années plus tard. C'est pourquoi, dans les grandes opérations de ce type dans d'autres pays, il y a toujours des équipes de soutien psychologique qui accompagnent les enfants et les familles. Malheureusement, dans notre contexte, cet aspect est souvent complètement oublié. Protéger la santé mentale des enfants, c'est aussi protéger l'avenir de la nation. Un enfant traumatisé aujourd'hui peut devenir un adulte méfiant, révolté ou blessé intérieurement demain. Professeur, ce que vous venez d'expliquer m'interpelle beaucoup. Parce que si je vous comprends bien, dans notre pays, il y a des enfants qui portent des traumatismes depuis plusieurs années, sans accompagnement psychologique. Et quand on pense aussi aux enfants de l'Est de la RDC, qui vivent en permanence dans la guerre, on peut se demander, notre pays ne risque-t-il pas, dans les années à venir, d'avoir une génération d'enfants remplis de colère et d'amertume? Professeur, vous avez aussi mentionné qu'en de telles situations, dans d'autres pays, il y a toujours des équipes de soutien psychologique qui viennent accompagner les enfants et les familles. Mais vous savez, chez nous, c'est très rare, presque impossible. Ce que nous voyons le plus souvent, ce sont des gens qui profitent de la souffrance des autres. Certains viennent piller les maisons pendant les démolitions, devant les autorités,
et d'autres viennent simplement pour filmer ces scènes de désolation et les publier sur les réseaux sociaux pour se faire des vues, parfois même en se moquant des victimes. Alors, professeur, je vous pose une question. Si ce genre de problème arrivait chez vous, même si je sais que chez vous, la majorité des gens construisent selon les normes, mais imaginons que quelqu'un construise illégalement. Quelle est la procédure normale avant de démolir sa maison? Même s'il est dans l'illégalité, est-ce qu'il y a un processus humain et structuré? Constantino, vous avez parfaitement résumé une réalité douloureuse. Oui, malheureusement, la République démocratique du Congo risque d'avoir dans les prochaines années une génération d'enfants blessés intérieurement, traumatisés et porteurs de colère silencieuse. Les enfants de l'Est vivent la guerre. Les enfants de Kinshasa subissent la violence sociale comme les démolitions brutales. Et tout cela laisse des cicatrices profondes qui peuvent fragiliser l'avenir du pays si rien n'est fait pour les guérir. En ce qui concerne la question des démolitions dans d'autres pays, même lorsqu'une maison est construite dans l'illégalité, il y a une procédure stricte et surtout très humaine. Voici comment cela se passe normalement. L'administration commence par avertir la personne par courrier officiel, plusieurs fois, avec des délais raisonnables. Ensuite, des réunions de concertation sont organisées avec le propriétaire et les services d'urbanisme pour chercher des alternatives. Parfois, des régularisations sont possibles, parfois on propose un terrain d'échange ou un plan de relogement. Si aucune solution n'est trouvée, l'expulsion est programmée avec des équipes sociales présentes sur place. Pendant la démolition, des agents sociaux, des psychologues et des forces de l'ordre encadrent l'opération pour éviter les drames et protéger les familles. Enfin, l'État met en place un système d'accompagnement post-démolition pour que les familles ne se retrouvent pas abandonnées. Ce que vous avez décrit chez vous, avec les pillages, les moqueries sur les réseaux sociaux et l'absence totale de soutien psychologique, est une grave défaillance du système social. On ne construit pas une nation sur la souffrance des plus faibles. Les autres citoyens devraient venir consoler, apporter du secours et non profiter de la douleur des autres. C'est une question de civilisation, de respect de la dignité humaine. Constantino, la vraie puissance d'un État ne se mesure pas seulement dans l'application de la loi, mais dans la façon dont il protège les plus vulnérables. Et c'est cela qui fait la différence entre la brutalité et la justice. Merci beaucoup, professeur Robot, pour toutes ces explications précieuses et pour la profondeur de vos réponses. Aujourd'hui, nous avons compris que la justice sans compassion devient une injustice. Nous avons compris aussi que la véritable puissance d'un État, c'est de protéger les plus vulnérables, même quand il applique la loi. Face à ces démolitions qui brisent des familles, face à des enfants qui pleurent devant la perte de leur maison, nous ne pouvons pas rester indifférents. Que chacun d'entre nous se pose la question, qu'aurions-nous ressenti si cela nous arrivait à nous-mêmes ou à nos enfants? Nous espérons que cette émission va éveiller les consciences et encourager nos autorités à trouver des solutions humaines et durables. Ici, dans Face au vrai, nous ne venons pas pour condamner, nous venons pour comprendre, analyser et proposer. Car ce pays, c'est notre maison commune. Et ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus juste, plus humain et plus respectueux de la dignité de tous. Merci à vous tous qui avez suivi cette édition spéciale sur la chaîne Réalité Nabisso. Merci au professeur Robot pour son éclairage. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle édition de Face au vrai. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je suis Constantino et n'oubliez pas notre projection du film Le futur de la RD Congo, ce samedi 28 juin 2025 à 14h30. Sur 18 rue de l'Avenir, 93 800,
Épinay-sur-Seine, France. Contact +33 699 13 32 99. Au revoir et à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne pour ne rien manquer.